Bonjour à tous. Moi, je voulais aborder un sujet qui est lié, enfin, Antoine en a parlé, a amorcé un petit peu le sujet, a effleuré le sujet de la rationalisation et surtout de la manière de faire du reporting, parce qu'on sait que c'est un sujet important dans les entreprises. On est aujourd'hui dans une dynamique où on a besoin de piloter mieux nos entreprises. Et globalement, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont demandées. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Marc, il en parlera peut-être aussi dans sa présentation, mais il y a beaucoup de demandes euh, de nouveaux indicateurs ou en tout cas de regarder comment l'entreprise évolue avec de nouveaux outils qu'on met à disposition comme Bigdash. Et donc du coup, nous en tant que responsables soit décisionnels, soit métier direction finance, ou en tout cas on a un devoir de présenter des indicateurs qui soient les plus justes possibles et qui soient les mieux compris, les plus efficients. Donc, mon sujet, ça va être surtout ça, c'est de vous expliquer un peu comment révolutionner, je peux le dire, révolutionner le pilotage dans l'entreprise, c'est un peu l'idée et le credo que je vais poursuivre dans la présentation. Juste pour me présenter, je suis Gilles Fiolet, donc je suis directeur de l'offre et de l'innovation chez Senesis. J'en suis aussi le co-dirigeant. Nous sommes basés à Lille et aussi un petit peu dans l'Ouest. On va dans les années à venir venir aussi dans l'Est, le Sud-Est de la France et notamment sur la région Rhône-Alpes. J'ai 50 ans, j'ai 25 ans de vie d'entreprise, dont 22 dans la data et 10 maintenant, bientôt en novembre, 10 ans chez Senesis. Qui aujourd'hui est une société vraiment exclusive data, c'est-à-dire que notre volonté et notre promesse auprès de nos clients, des entreprises, c'est de les aider à révéler le potentiel de leurs données. Et cette révélation va se faire au travers de l'usage, donc ce qui nous occupe aujourd'hui, mais ça peut se faire aussi au travers de la partie qualité de données, ça peut se faire à partir des sujets autour du référentiel. Donc tout ce qui concerne en fait la valorisation de la data dans l'entreprise, c'est là-dessus que nous, on va apporter notre accompagnement avec des méthodes, avec des outils potentiellement. Ça fait presque autant de temps que je suis chez Senesis qu'on travaille avec Bigdash. Voilà, c'est une solution qu'on avait identifiée très vite comme étant à fort potentiel sur la partie usage, mais on travaille aussi sur la gouvernance de la donnée et comment donc gérer, administrer la data dans l'entreprise. Notre façon de voir la data, c'est aussi une manière un peu différente. On essaye en tout cas d'avoir une approche différente de la data, ne pas juste la réserver à business to business, c'est simplement aussi d'élargir le spectre en disant finalement la data dans l'entreprise, elle peut servir à beaucoup de choses et pas que à piloter la marge et le chiffre d'affaires. Donc on peut exploiter la data pour rendre nos collaborateurs plus heureux encore, plus à même de mieux travailler et de mieux appliquer leurs procédures, leurs process. Ça va permettre aussi de montrer que l'entreprise a une vraie vocation enfin, en ce moment, on a beaucoup de choses autour de la RSE, la responsabilité sociétale. Donc, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur la data pour faire ça. Et donc, notre volonté, c'est aussi d'apporter toute cette richesse qu'il y a dans le patrimoine informationnel des entreprises pour aller chercher de nouvelles possibilités de grandir et de croître. Voilà. Je vais venir directement maintenant dans le sujet. Pourquoi nous, chez Senesis, on pense que globalement, il y a un vrai intérêt à révolutionner le pilotage, c'est que c'est simplement une vraie attente des entreprises et notamment des directeurs financiers. Ça, c'est une étude qui a été faite, ça date de 2018, mais vous voyez que ça pousse jusqu'à 3 ans. Donc, une étude qui a été faite auprès des directeurs financiers de grandes entreprises ou de TI, qui montre que la priorité majeure
des directions financières, c'est de bien piloter la performance. Et donc, du coup, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on parle de plus en plus de directeurs de la performance et moins en moins de directeurs financiers. On est vraiment dans cette logique-là d'aller chercher des axes de performance et ça doit passer par une constatation de la situation actuelle et de pouvoir se projeter dans le futur. Et donc, du coup, c'est cette volonté de mieux appréhender et de mieux utiliser les indicateurs et la data dans l'entreprise, c'est un vrai sujet des directeurs financiers. Et c'est pour ça que, globalement, il y a tout intérêt dans une logique de gouvernance de la data et de rationalisation de l'information dans l'entreprise, de mieux structurer encore l'accès aux indicateurs pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Si on se rend compte globalement de l'importance du reporting dans l'entreprise, au-delà de cette étude qui a été faite, on s'aperçoit que globalement, alors dans les chiffres que vous voyez là, il y a des chiffres qui viennent de différentes études comme celles que je vous ai présentées avant. Il y a aussi ce que moi j'ai pu constater au travers de mes expériences depuis pas mal d'années. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, dans l'entreprise, 70%, enfin uniquement 70% de ce qu'on produit en termes de reporting est réellement utilisé. Et quand je dis réellement, c'est que ça a un vrai appui au pilotage des différents process. Ça veut dire que quand même presque 30%, un tiers de ce qu'on produit n'est absolument pas utilisé, ou en tout cas ou très ponctuellement. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de déchets dans le reporting et dans la façon de l'amener auprès des différents acteurs de l'entreprise. Ça vient aussi d'un état de fait que dans nos organisations, on a aussi un manque de confiance souvent dans la data. Si on interroge les gens du métier, c'est un peu un constat qu'on pourrait avoir, c'est que globalement, en termes d'accès à la qualité, de la compréhension, parce que la confiance, c'est pas qu'une question de qualité de données intrinsèque, c'est aussi une notion de finalement, est-ce que je comprends bien ce que je suis en train de regarder. Et donc, du coup, finalement, toute cette partie-là va contribuer aussi à ce que quelqu'un qui est chargé de faire l'analyse, je pense au contrôleur de gestion, en fait, finalement, il va passer beaucoup plus de temps à préparer de l'information, à la manipuler, à la restituer, plutôt qu'à l'analyser, c'est-à-dire finalement à faire son vrai boulot de contrôleur de gestion, qui est de trouver des pistes d'efficience, des axes d'efficience. Et donc, du coup, si on fait un calcul, j'ai fait un petit calcul très basique en prenant une moyenne de personnes dans l'entreprise, donc ça va englober grand compte de l'ETI, mais on n'est pas très loin finalement de 3 mois hommes à produire du reporting et qui n'a aucun intérêt. Donc c'est quand même assez, ça peut quand même être important dans l'entreprise, le temps passé à produire du reporting qui ne sera pas utilisé. Alors pourquoi il n'est pas utilisé? Bon, j'ai parlé de la confiance, j'ai parlé du fait qu'on ne maîtrise pas forcément bien ce qu'on est en train de manipuler comme indicateur ou comme reporting. Mais aussi, il y a le côté restitution. Antoine parlait juste avant de ne pas utiliser la 3D. Ça peut être un vrai frein, effectivement, à l'appréhension de l'indicateur qu'on est en train de regarder. Donc, il y a des visualisations qui ne sont pas du tout inspirantes, que ce soit du tabulaire énorme ou finalement des graphiques qui finalement sont trop chargés, apportent beaucoup d'informations et on se noie un petit peu. Quand on est aussi simple utilisateur de reporting, si on doit commencer à passer du temps à comprendre ou à chercher l'information qui nous intéresse, ça peut aussi être un frein à son usage. Et puis, un constat qu'on peut faire aussi, c'est qu'on essaye de répondre à tous les besoins avec 1 ou 2 ou 3 graphiques uniquement, et on ne va pas essayer d'aller plus loin. Donc, on va à chaque fois essayer d'être toujours dans les mêmes reporting pour toutes les circonstances. Ça, ça peut être un vrai frein à l'usage du reporting. Et donc, du coup, il est temps de changer de paradigme et de fonctionner différemment. On a vu avec la présentation d'Antoine sur DigDash qu'il est possible, avec les outils actuels comme DigDash, de penser son reporting, son dashboarding de manière différente et de le rendre encore plus interactif pour que finalement chacun puisse appréhender ses indicateurs, de les structurer comme il a envie pour le contexte dans lequel il est.
On a vu qu'on pouvait finalement très simplement produire un PowerPoint à la volée et pouvoir le diffuser. Donc il y a moyen, à chaque fois qu'on veut faire une analyse, présenter un contexte, de se raconter une histoire. Et c'est vraiment ça qui va être le succès de vos futurs dashboards, puisque je ne doute pas qu'à la suite de cette présentation, vous allez vous mettre à raconter des belles histoires, comme vous pouvez le faire avec vos enfants. Et donc, du coup, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut avoir. Une belle histoire, c'est quoi? C'est de la data. Donc, la bonne data, le bon indicateur, le bon contexte. C'est une belle histoire. Donc, comment on va l'enchaîner? C'est une belle histoire, c'est aussi un objectif. On veut surtout apporter une information sur un contexte particulier. On cherche l'efficience, hein, c'est ce que nous disent tous les directeurs financiers. Et donc, du coup, l'efficience, elle va varier en fonction des problématiques actuelles. En ce moment, on est sur des sujets de comment absorber cette crise sanitaire. C'est pas les mêmes indicateurs et pas les mêmes reporting que l'année dernière. On va tous se poser la question, d'ailleurs, je me faisais la remarque hier, on va tous se poser la question en 2021, est-ce qu'on peut comparer 2021 à 2020? Vous allez tous vous poser cette question-là dans le reporting. Tous les graphes que vous avez faits jusqu'à présent sont N-1. Est-ce que ces graphes-là vont fonctionner l'année prochaine? Bon, voilà, il peut y avoir débat. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir repenser ça. Et puis, donc, j'ai dit la data, l'histoire, l'objectif, mais aussi, évidemment, le visuel, très important. On l'a vu tout à l'heure avec Antoine, on ne va pas utiliser une courbe pour une dimension discrète, on va plutôt privilégier l'histogramme, le graphe en barre. Donc, prendre le bon visuel pour bien expliquer la situation, c'est très important. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir au milieu de tout ça. Le succès de la visualisation, c'est tous ces éléments-là qui seront réunis. Raconter une histoire, c'est aussi maîtriser finalement l'intrigue et le dénouement. Quand vous racontez l'histoire, c'est vous qui décidez ce qu'il arrive au personnage et comment ça va se terminer. C'est important de montrer ça parce que globalement, ce qui va se passer, c'est aussi celui qui fait le reporting qui va guider l'analyse, qui va guider finalement l'auditeur vers ce qu'on veut présenter et vers là où on veut aller. Je prends un cas pas du tout actuel. Ce sont les chiffres remontés par Santé publique France, ça date de la semaine dernière. Donc vous avez à gauche des vrais chiffres de Santé publique France qu'on va retrouver sur leur portail. Bon, ils n'ont pas choisi d'IDH, peut-être que oui, moi j'en sais rien, je ne sais pas si vous avez le ministère de la Santé, mais en tout cas, voilà, c'est les chiffres qui sont présentés par Santé publique France. On va dire qu'ils sont plutôt les alarmistes. C'est leur job, c'est normal, et ils ont tout à fait raison de nous éveiller sur ces indicateurs-là. Moi, je vais prendre la position du rassuriste. Il y en a quelques-uns en France pour dire que finalement, tout ça, c'est pas grand-chose. Et donc, du coup, on peut très bien raconter la même histoire avec une vision différente si je retourne complètement les chiffres. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire à droite. Je ne prends pas parti, évidemment, hein. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis complètement neutre dans cette histoire. Mais j'ai voulu voilà, retransformer ces chiffres-là et les retourner, les montrer d'une manière différente. Et si vous regardez bien, finalement, si je raconte l'histoire avec la vision des rassuristes, on pourrait tout à fait dire qu'ils ont raison. Hein, voilà, on n'est plus à ce système de positivité, on est à 10 par exemple à aujourd'hui, mais 10 c'est 90 de négativité. C'est pas le même chiffre. Pourtant, c'est les mêmes data. D'accord? Donc, c'est pas la même histoire et c'est important de voir que, en fonction de ce qu'on va choisir, de l'indicateur, dans comment on va le montrer, l'histoire sera complètement différente. Donc, l'idée, je vous disais, raconter une histoire, c'est aussi avoir un objectif. C'est important de s'adapter à son auditoire. C'est-à-dire que quand on va proposer un dashboard, un PowerPoint, un fichier Excel, peu importe le format dans lequel on va proposer notre reporting, c'est important de bien s'adapter à son auditoire. Aujourd'hui, ce qu'on sait bien faire, finalement, c'est de préciser finalement pourquoi on va montrer les KPI, on est sur le chiffre d'affaires, on est sur la marge, on est sur le taux de pénétration, etc. Et puis, on va savoir bien utiliser potentiellement le visuel. On va choisir peut-être le bon graphe, le tableau, la courbe, etc. Ce qu'on fait moins bien, finalement, c'est pour qui on va faire
ce reporting et qu'est-ce qu'on attend de nos auditeurs, de notre auditoire, enfin notre auditoire ou nos auditeurs. On va plutôt pêcher là-dessus, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va toujours faire le même reporting dans le même contexte. Alors qu'en fait, finalement, si on s'adresse à la direction marketing ou on s'adresse à la direction financière ou à la direction des ressources humaines, on n'aura pas forcément le même message, même si on utilise les mêmes indicateurs. Et donc, du coup, il va falloir plutôt bien adapter notre reporting et surtout se poser des questions, qu'est-ce qu'on attend de notre récipiendaire. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de graphe, mais voilà, souvent, moi, ce que je vois en entrée, c'est un tableau de bord, synthèse des ventes, et je vais tout mettre dedans. Okay, allez, je vais mettre le chiffre d'affaires, je vais mettre le chiffre d'affaires N-1, N-2, la marge, le stock, le nombre de personnes qui sont rentrées dans le magasin. On va tout mettre dans la synthèse des ventes, et puis on va envoyer ça, et puis démerdez-vous, prenez les bonnes décisions. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre au directeur du magasin, au directeur marketing, et je ne vais pas leur montrer la même chose. Peut-être que pour le directeur de magasin, on sera plutôt sur un taux de transfo, combien de personnes sont rentrées dans le magasin et combien ont acheté. Donc, on va retrouver cet indicateur dans notre synthèse des ventes, il n'y a pas de doute. Hein. Pour la direction marketing, on va plutôt réfléchir par canal. Est-ce que notre canal, le click and collect, est-ce que notre marketplace, est-ce que notre magasin, c'est vraiment le bon format et donc, du coup, il faut vraiment réfléchir à penser ça. Ça, parce que dans l'agenda, on parlait de gouvernance de données, cette action-là, cette réflexion-là, ça va permettre aussi de rationaliser vos KPI et de se dire potentiellement le nombre de clients de l'année précédente, elle n'a peut-être pas d'intérêt, c'est peut-être pas ça qu'on va chercher à avoir. Et c'est comme ça qu'il va falloir finalement, vous allez pouvoir rationaliser, mieux gouverner vos indicateurs, mieux les définir. Alors évidemment, il y a toujours celui qui va dire mais ouais, mais sympa ton reporting, mais est-ce que tu peux quand même m'envoyer tout le détail parce que finalement ça me va pas moi tes graphes. Ou alors ça serait bien que tu me rajoutes le N-2 mais en version comparable. En fait, c'était mieux quand tu me donnais des chiffres bruts. Moi, je me démerdais ou je me débrouillais, pardon. Et donc du coup, oui, il y a toujours les réticences, c'est normal. On peut pas toujours tout transformer en une journée. Et donc du coup, il faut aussi savoir accompagner le changement, donc pouvoir aussi un peu lâcher du lest, mais aussi finalement expliquer que non, tu as tout intérêt à réfléchir différemment, pourquoi il faut réfléchir différemment, qu'est-ce que j'attendais de toi par rapport à ce reporting. Et donc du coup, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et donc tout ça, en fait, pour construire ça, on va prendre le temps de créer un schéma narratif. Il faut vraiment penser notre dashboard comme une histoire à raconter. Par quelle étape je vais passer? C'est quoi mon intrigue? Par quoi je commence? Est-ce que d'abord je présente les chiffres macro ou est-ce que je vais prendre les chiffres détails? Est-ce que je vais plutôt avoir une logique canal ou une logique collaborateur? J'en sais rien. Région. Voilà, il faut réfléchir à comment on va construire une histoire. Quel graphe, vous voyez, sur le petit post-it, ça c'est un exercice que j'ai fait avec un client. On se posait aussi tout de suite les questions de quel est le meilleur graphe pour répondre à la problématique. Et d'ailleurs, le meilleur graphe, alors là, l'exemple que je montre, il n'a pas été fait avec DigDash, mais je ne doute pas qu'on puisse le faire un jour avec DigDash. C'est quelque chose qui a été fait un peu à façon, hein, évidemment. Mais vous voyez, en fait, l'idée, c'est là, on veut montrer comment sont répartis les contributeurs à un projet. Et on s'est dit finalement que la meilleure façon de présenter ça, c'était un peu le présenter sous forme Assemblée nationale, hémicycle, vous voyez, et montrer un peu comment est réparti l'ensemble des contributeurs du projet. Et donc, du coup, faire ce choix-là, c'était déjà finalement, quand je regarde le graphe, déjà, je peux au moins avoir une compréhension globale de ce qu'on est en train de me dire. Je suis là sur une représentation d'un collège de contributeurs ou d'un collège d'acteurs. J'aurais pu le faire en histogramme, j'aurais pu le faire en barre. Le rendu n'aurait pas été complètement identique. Le visuel est important. Une autre importance, quelque chose d'autre important sur le visuel, c'est aussi d'être en capacité d'utiliser ce qu'on appelle les caractéristiques préattentives. Il faut savoir que notre cerveau, je ne vais pas vous faire un cours de cognitif parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut savoir que globalement, notre cerveau va plus vite que nos yeux. Enfin, finalement, on va intégrer les choses de manière assez rapide. Et si on allume ce qu'on veut que l'auditeur voit, il va le voir, c'est sûr. Il va voir qu'ici, on met l'accent sur les éléments de satisfaction qui sont plutôt les missions et l'ambiance. Ce ne sont pas les chiffres de Synesis. Hein.
facturation tout de suite. C'est un exemple complètement farfelu. Mais globalement, voilà, ce que je veux moi montrer, c'est que la satisfaction de nos collaborateurs sont plutôt sur les missions et l'ambiance que sur la stratégie et la vision sociale de l'entreprise. Pourquoi? C'est pas que je veux berner en disant les gens se sentent bien finalement. Non, c'est parce que mon étude, enfin mon reporting montre qu'on a fait un effort, par exemple, on pourrait se dire ça, on a fait un effort sur le choix des missions. Et donc du coup, si je veux le présenter, on a réussi. Typiquement avec les outils Digdash, comme on est sur des choses qui sont très customisables, on peut tout à fait utiliser et faire ce type de choses. Et il faut pas hésiter à le faire, à utiliser ces caractéristiques préattentives. Et en termes de caractéristiques, là je vous ai montré la couleur, mais on peut utiliser l'orientation, on peut utiliser l'intensité. Enfin, il y a plein de possibilités de mettre en place ce type de caractéristiques pour mettre le doigt sur les indicateurs qu'on veut montrer. D'ailleurs, je vous conseille la lecture de Storytelling with Data de Colm McNaghey qui est vraiment très sympathique. Enfin, pour bien mesurer, bien mettre en place ce type de choses, ce bouquin-là nous donne pas mal d'éléments. Ce qui est important également, c'est d'épurer un peu notre reporting, enlever des surcharges, enlever des axes qui ne servent à rien, enlever potentiellement des lignes. Enfin, l'idée, c'est vraiment de montrer que ce qui est important et ce qui est intéressant à voir, pour pas que notre œil, en fait, soit perdu dans différents, enfin, soit distrait par des sources qui n'ont aucun intérêt pour ce qu'on est en train de faire. Et puis choisir la bonne représentation, ce que je disais tout à l'heure, avec l'hémicycle, c'est vraiment de se poser la question à chaque fois de comment je vais représenter mon indicateur, voilà, le graphe en cascade pour montrer comment ça se répartit, comment ça évolue sur une année à l'autre. Ben, c'est très adapté. Il y a vraiment moyen de faire des choses très simples qui permettent de bien comprendre et de faire en fait qu'un reporting soit vraiment impactant. Et c'est ça qu'on va chercher à faire. Pour mettre en place une nouvelle appréhension, une nouvelle façon de travailler avec le KPI et donc de gouverner finalement les indicateurs de pilotage, il faut savoir faire des restitutions impactantes. Donc en synthèse, je ne sais pas où j'en suis dans mon timing, c'est bon. En synthèse, il faut vraiment garder la maîtrise de la communication, savoir raconter une histoire, et la commenter aussi. Donc, pas hésiter à mettre du texte. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des commentaires. On pouvait, enfin, que vous utilisiez, quel que soit l'outil que vous utilisiez, même si vous faites du PPT de l'Excel, il ne faut pas hésiter à commenter pour avoir finalement guidé l'appréhension, la compréhension des différents indicateurs qu'on veut amener à notre auditoire. Et amener aussi, du coup, les directeurs financiers et les personnes qui produisent du reporting, donc tous vos utilisateurs qui seront plutôt dans la construction de reporting, à penser comme ça pour changer les choses dans l'entreprise. Voilà, donc sachez que chez Cenesis, on est tout à fait capable de vous accompagner sur cette notion de data storytelling. On fait de la formation, on fait de l'accompagnement autour de ça. N'hésitez pas à aller sur notre site ou à revenir vers nous par rapport à ça. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je suis pile poil dans le timing. C'est la première fois que ça m'arrive. Il n'y a pas de questions en ligne non plus. Je ne sais pas si en ligne il y a des questions. N'hésitez pas à venir les poser. A priori, pas de questions. Eh bien, on va faire une petite pause d'un petit quart d'heure. Alors, nous, ici, on a des croissants, mais les croissants en mode dématérialisé, c'est plus compliqué. Donc, on vous retrouve en ligne dans un quart d'heure pour la présentation de Jean-Marc Sansonier de Promode.